considéraient les habitations les plus thermiquement efficaces jamais conçues pour l'Arctique. Elles manquaient de vitres, de conduits de cheminée et d'isolation synthétique. Pourtant, elles surpassaient les performances de nombreuses maisons contemporaines. Pendant des siècles, les colonies vikings étaient imaginées comme désolées, des environnements hostiles où la neige recouvrait le sol, les courants d'air traversaient chaque interstice, l'obscurité régnait dans des huttes enfumées. L'existence y était une souffrance perpétuelle. Cette image semble raisonnable, mais elle est incorrecte. Les preuves archéologiques révèlent un récit plus subtil et plus troublant. Les sociétés vikings ne survivaient pas seulement à l'hiver, elles y résidaient en continu, à travers les décennies et les lignées. Ils ont construit des habitations qui fonctionnaient efficacement, non pas malgré le froid, mais grâce à leur compréhension profonde de celui-ci. Aucune sorcellerie, aucune bataille épique contre les éléments, aucune réserve infinie de bois n'était impliquée. Plutôt, l'approche était technique, subtile, cumulative et systémique. Tous les composants d'une maison viking collaboraient. Le sol en dessous, l'épaisseur des murs, la circulation de l'air et les occupants eux-mêmes. La dynamique de la fumée. Aucun composant ne fonctionnait indépendamment. L'énergie thermique n'était jamais gaspillée. Les courants d'air n'étaient jamais autorisés à entrer et les ressources n'étaient jamais considérées comme illimitées. Pour les Nordiques, l'hiver n'était pas un adversaire à vaincre, c'était un état à gérer. Dans un royaume où le froid régnait la majeure partie de l'année, le combustible était limité et le vent pouvait voler la chaleur. Plus vite qu'une flamme ne pouvait restituer la chaleur, ils se sont posé une question différente de la nôtre aujourd'hui. Non pas la génération de chaleur supplémentaire, mais la réduction des pertes de chaleur. Ce changement de perspective unique a tout transformé, en commençant par la terre compactée dans leurs murs et s'étendant jusqu'à la spirale persistante de fumée sous leur plafond. Ce qu'ils ont créé était plus qu'une simple protection. C'était un mécanisme conçu pour soutenir la vie, tandis que l'environnement extérieur tentait de l'éteindre par le froid. Les maisons longues vikings n'étaient pas des structures telles que nous les comprenons aujourd'hui. Plutôt que d'être un objet fixe, conçu pour séparer les habitants de leur environnement, elles fonctionnaient comme une entité dynamique et vivante. Des fouilles dans toute la Scandinavie, l'Islande et le Groenland montrent des bâtiments mesurant entre 20 et 40 mètres, dépassant parfois 80 mètres. Des communautés entières vivaient sous un même toit. Les familles reposaient les unes à côté des autres, tandis que les membres plus âgés travaillaient près du foyer. Les enfants se déplaçaient dans les espaces communs, tandis que le travail, le repos et la lutte pour la survie se déroulaient simultanément. Cette densité ne découlait pas de la nécessité. C'était un choix architectural intentionnel. Les êtres humains émettent constamment de la chaleur. En rassemblant de nombreux individus dans un même espace clos, les Vikings ont transformé la concentration de population en une source de chaleur durable. En cohabitant simplement, ils partageaient, retenaient et faisaient circuler la chaleur entre eux. Pas une seule personne n'avait à affronter le froid seul. La forme même de la maison longue incarnait ce raisonnement. Les côtés doucement incurvés, rappelant les halls des navires vikings, essaie le vent passer le long du bâtiment plutôt que de le frapper directement. Ces formes n'étaient pas une coïncidence. Les constructeurs vikings étaient avant tout des marins, spécialistes de la navigation sur des terrains difficiles. Ils ont transféré leur expertise nautique sur terre et l'ont utilisée dans la conception des bâtiments. Le bâtiment ne s'opposait pas au vent. Il dirigeait son flux. À l'intérieur, toutes les actions, repos, travail, rassemblement, contribuait à un système de chauffage intégré, un peu comme l'équipage d'un navire fonctionne comme une unité. Endurant une tempête hivernale sur l'océan, tous ceux qui se trouvaient dans la maison longue faisaient partie d'un appareil de survie collective. La maison était vivante parce que ses habitants étaient vivants. Contrairement aux représentations courantes, les habitations vikings n'étaient pas construites comme des cabanes en rondins assemblées à partir de bois empilés. Dans de nombreux territoires vikings, notamment en Islande et au Groenland, le bois était rare, fragile et trop précieux pour être gaspillé sur des murs massifs qui laissaient la chaleur s'échapper au vent. Comme les arbres mettaient de nombreuses années à pousser et que l'hiver était un événement annuel, les Vikings choisirent un matériau alternatif, le sol sous leurs pieds.
De grands blocs de tourbe étaient taillés directement dans la terre, avec des couches de sol tissées ensemble par des racines d'herbes denses. Ces blocs étaient empilés pour former des murs pouvant atteindre 2 mètres d'épaisseur à la base, s'amincissant à mesure qu'ils montaient. Le résultat était loin d'être grossier. Il était intentionnel, solide et très efficace. La supériorité de la tourbe réside dans ses propriétés physiques, non dans son apparence. Le sol contient d'innombrables petites poches d'air immobile, et l'air immobile est l'un des isolants les plus efficaces connus. Bien avant que la science moderne ne mesure les valeurs d'isolation, les bâtisseurs vikings avaient saisi ce principe grâce à leur expérience pratique. La chaleur restait là où l'air ne pouvait pas circuler, et leurs murs devinrent des batteries thermiques naturelles. La terre bloquait le vent, les racines maintenaient la structure ensemble et les poches d'air ralentissaient considérablement la perte de chaleur. Avec le temps, l'herbe repoussait sur les murs, rendant la structure encore plus étanche. La maison n'était plus posée sur la terre, elle en faisait partie. Ce que les Vikings construisaient ne les séparait pas de la nature. Elle utilisait la nature elle-même pour les maintenir en vie. Le feu seul ne suffisait pas. Cela n'a jamais été suffisant pour subvenir aux besoins d'un foyer viking pendant l'hiver. À l'intérieur de la grande maison, les humains ne vivaient pas en isolation. Ils partageaient l'espace avec les animaux. Pendant les mois les plus froids, vaches, moutons, chèvres et chevaux étaient rentrés à l'intérieur, occupant de grandes sections du même bâtiment où les gens dormaient, travaillaient et mangeaient. Pour les sensibilités modernes, cela peut sembler grossier, mais pour les Vikings, c'était une gestion précise de l'énergie. Un animal vivant est un moteur thermique, et une seule vache produit autant de chaleur corporelle que plusieurs chauffages d'appoint modernes. En fonctionnement continu, multipliez cela par tout un troupeau. Le résultat est une source de chaleur constante et fiable qui ne s'éteint jamais, ne nécessite jamais de carburant et ne cesse jamais de fonctionner pendant la nuit. La conception de la maison longue exploitait pleinement cette caractéristique, avec les quartiers pour animaux placés légèrement plus bas que la zone d'habitation humaine. Lorsque le bétail respirait et bougeait, l'air chaud montait naturellement, dérivant vers les zones où les gens se rassemblaient et dormaient. La chaleur migrait vers les endroits nécessaires sans aucun effort ni intervention humaine. Pas de tuyaux, pas de machines, pas de carburant supplémentaire brûlé, juste la biologie guidée par l'architecture. Les Nordiques comprenaient que la chaleur n'avait pas besoin d'être générée de toutes pièces. Elle pouvait être partagée, redirigée et maintenue par les systèmes vivants déjà présents. À l'intérieur de la maison longue, la chaleur se déplaçait, respirait et coexistait avec les personnes qu'elle abritait. Le froid seul cause rarement la mort. Le vent, en revanche, le fait. Les Vikings ont saisi une vérité que le design moderne néglige souvent. L'air en mouvement est le moyen le plus rapide de voler la chaleur. Du corps humain et d'une maison, une nuit calme et glaciale peut être supportée. Une nuit venteuse peut vider la chaleur plus vite qu'un feu ne peut la renouveler. Ainsi, l'architecture viking se concentrait non pas sur la lutte contre la température, mais sur la gestion du flux d'air. Les courants d'air étaient considérés comme des dangers. C'est pourquoi les maisons vikings n'avaient presque pas de fenêtres, non pas par manque de compétences ou de matériaux, mais parce que les ouvertures étaient des points faibles. Le verre était rare et cher. Même s'il avait été courant, les fenêtres restaient des trous dans la protection thermique d'une maison, et l'obscurité était plus sûre que d'être exposée aux éléments. Les murs étaient construits épais et hermétiquement scellés, tandis que les entrées étaient basses et étroites, obligeant les gens à se pencher en entrant. Ce n'était pas de l'humilité symbolique, c'était de la physique. Une ouverture plus petite signifiait moins d'air froid entrant et moins d'air chaud s'en échappant. De nombreuses maisons longues comportaient un court passage d'entrée ou un vestibule, une zone tampon non chauffée. Cela absorbait le choc de l'air extérieur avant qu'il n'atteigne les quartiers d'habitation. Cela fonctionnait comme un sas primitif, bien avant que le concept n'ait un nom. Les Vikings conservaient soigneusement la chaleur à l'intérieur de leur maison, veillant à ce qu'elle ne s'échappe jamais facilement. Un feu brûlait au cœur d'une maison longue viking, très différent de ceux que l'on trouve dans les maisons contemporaines. Plutôt qu'une cheminée adossée à un mur, c'était un foyer allongé et ouvert qui s'étendait à travers le cœur du bâtiment. S'étendant parfois sur plus de 10 mètres d'un bout à l'autre,
Il servait de colonne vertébrale thermique de la maison. Des fosses tapissées de pierre sous le feu absorbaient la chaleur pendant la combustion, puis la libéraient progressivement sur plusieurs heures. Même une fois les flammes éteintes, dans les régions dépourvues d'arbres, la tourbe remplaçait le bois. Elle brûlait uniformément, régulièrement et beaucoup plus longtemps, offrant une chaleur fiable avec une surveillance minimale. Le foyer servait à bien plus que simplement chauffer l'espace. Il offrait de l'éclairage pendant les longues nuits d'hiver, permettait de préparer les repas et de sécher les vêtements. Il se transformait en lieu de rassemblement familial, où les gens se réunissaient pour travailler, dîner, partager des histoires et se reposer. La vie quotidienne tournait autour de cette flamme, malgré l'absence de cheminée. Selon les normes contemporaines, cela aurait dû être mortel. La fumée aurait rempli la demeure, asphyxiant tous les occupants. Cependant, les constructeurs vikings possédaient une connaissance suffisante de la circulation de l'air et de la dynamique thermique pour assurer le fonctionnement du système. Le feu n'était pas un élément isolé. Il était intégré à l'ensemble du bâtiment. Il appartenait à un plan plus vaste visant à retenir la chaleur et à gérer les risques. Dans la maison longue viking, la fumée ne disparaissait pas. Elle montait progressivement et s'accumulait sous le plafond. Ce n'était pas un défaut de conception. C'était une partie intégrante du système. Pendant que le feu brûlait, la fumée chaude générait une couche chaude près du toit, formant une couverture invisible qui confinait la chaleur en dessous. Dans les espaces de vie et de sommeil, la chaleur était retenue, empêchée de monter et de s'échapper dans l'atmosphère froide de l'hiver. Simultanément, la fumée remplissait une fonction supplémentaire. La suie se déposait sur les poutres en bois et les structures du toit, les recouvrant d'une fine couche protectrice. Les nuisibles étaient tenus à distance. L'humidité était atténuée et la décomposition était retardée. La structure était protégée de l'intérieur à l'extérieur. Chaque jour, les artisans nordiques géraient ce toit méticuleusement ajustable. Les évents permettaient à la fumée de sortir selon les besoins, mais jamais complètement en hiver. Ces ouvertures étaient maintenues presque scellées. La fraîcheur de l'air intérieur était délibérément sacrifiée pour la chaleur, et l'habitation avait une ventilation limitée. Son flux d'air était lent. Le confort était secondaire, et l'endurance primordiale. Dans la conception des bâtiments nordiques, le toit était aussi crucial que les murs, parfois même plus. Plutôt qu'un mince bouclier conçu pour bloquer la pluie, il fonctionnait comme un revêtement protecteur dynamique. En dessous, des panneaux d'écorce de bouleau étaient méticuleusement placés pour former une membrane étanche. Au-dessus, d'épaisses couches de gazon étaient empilées, se compactant sous leur propre poids. Une fois achevé, le toit pouvait avoir une masse de plusieurs tonnes métriques. Ce poids n'était pas une charge, mais plutôt une isolation thermique. Le toit massif réduisait les pertes de chaleur et maintenait des températures intérieures stables. Il enfonçait tout le bâtiment dans la terre, le sécurisant contre les rafales hivernales violentes. Les fluctuations rapides de température étaient amorties et la chaleur persistait pendant de longues périodes. La végétation s'installait sur le toit. Les racines entrelaçaient les couches de gazon, fermant les ouvertures et protégeant l'écorce de bouleau sous-jacente du soleil, de la pluie et de la détérioration. Le toit se restaurait de manière autonome, simplement en étant laissé tranquille. L'habitation ne faisait pas que fournir un abri à ses habitants. Elle se transformait avec les saisons, s'adaptait et s'agrandissait. Sous la neige ne se trouvait pas une construction inerte, mais une partie vibrante du paysage lui-même. Les gens des temps modernes se dépêchaient de dégager la neige avec des pelles. Les Vikings laissaient la neige en place, car ils comprenaient sa véritable nature. Une couche isolante, non un ennemi. Les cristaux de neige capturent de nombreuses petites poches d'air emprisonnées, ce qui en fait l'un des isolants naturels les plus efficaces au monde. Lors des tempêtes hivernales, des congères successives s'accumulaient contre les murs et les toits des maisons longues, comblant les interstices, empêchant la pénétration du vent et réduisant les pertes de chaleur. Ce qui semblait être un enterrement était en fait une forme de protection. Des colonies vikings entières pouvaient disparaître sous les congères. Seuls les portails et de minces filets de fumée visibles sur le fond enneigé. Sous cette armure glacée, la température près des murs restait proche du point de congélation, considérablement plus douce que l'air extérieur rigoureux. La neige amortissait les fluctuations brusques de température,
tenait le vent à distance et retenait la chaleur à l'intérieur. L'habitation n'était plus exposée à la rigueur de l'hiver. Au contraire, elle était enveloppée par elle. Au-delà de ces couches de terre, de gazon et de neige, le froid restait là où il devait être, à l'extérieur. Ainsi, pourquoi les colonies vikings n'ont-elles jamais succombé au gel? Ce n'était pas dû à une production de chaleur sans fin ou à une consommation de combustible supérieure aux autres, mais parce qu'ils reconnaissaient un principe que nous négligeons souvent. La chaleur n'est pas produite de nouveau, elle est conservée. Plutôt que de se concentrer sur des structures individuelles, les Vikings ont adopté une approche systémique où chaque composant jouait un rôle crucial. La terre compactée en murs, le bétail coexistant dans les pièces de vie, le feu placé dans la pierre et la fumée contenue sous le plafond. On laissait la neige s'accumuler et sceller le bâtiment, tandis que les actions humaines étaient modelées par les contraintes de l'hiver. Aucun élément ne fonctionnait en isolation. La chaleur était retardée, distribuée, réutilisée et protégée tout au long du processus. Les pertes de chaleur étaient réduites avant que tout chauffage supplémentaire ne soit nécessaire. Au lieu d'agir comme une barrière contre l'environnement, la maison en est devenue une partie intégrante. Leurs habitations ne s'opposaient pas à la nature. Ils s'y adaptaient et ainsi, les communautés vikings ont construit des habitats autosuffisants. Dans des régions où de nombreux bâtiments contemporains ne pourraient pas fonctionner sans une alimentation électrique constante, ce n'est ni une légende, ni un mythe. C'est un héritage ancien, la sagesse d'ingénierie perdue du passé de l'humanité. Et cela pose une question discrète qui reste pertinente encore aujourd'hui. Qu'avons-nous d'autre oublié qui assurait autrefois notre survie?